Mon colonel, bonjour. Bonjour. Vous êtes colonel, vous êtes président. Vous pouvez me donner De l'Amicale des anciens des services spéciaux de la Défense nationale, qui en sigle s'appelle soit AASSDN, soit beaucoup plus simplement ASSDN, ce qui est connu depuis 1953, puisque c'est la date de création officielle de cette association. Donc vous êtes le président de cette association? Oui. Et c'est vous qui organisez cette journée? Pas tout à fait, mais c'est Jacques Benoît qui est résident depuis sa naissance d'ailleurs à Saint-Michel-de-Montaigne et qui est notre délégué départemental pour la Dordogne. Et c'est lui qui l'organise parce que pendant la guerre, il a été l'un des proches collaborateurs du capitaine Mangès qui était le responsable du SR, c'est-à-dire service de renseignement de la terre, ce qu'on appelait le SR Kléber par, je dirais, appellation de couverture, pour toute la région du sud-ouest. Et Pierre Mangès a été arrêté en 1943. Si vous venez à notre cérémonie à la stèle qui a été élevée par justement Jacques Benoît, qui était l'un de ses plus proches collaborateurs, vous verrez la mention qui est portée sur cette stèle. Et il a été déporté à Neuengamme et est mort à Neuengamme en avril 1945. Alors Jacques Benoît est toujours resté très attaché à son ancien chef avec une fidélité remarquable. Et c'est lui qui, tous les ans ou presque, organise cette cérémonie avec au préalable un office religieux qui a souvent été écuménique parce que dans la région, le catholicisme et le protestantisme sont, je dirais, très proches en considération réciproque. Et aujourd'hui, c'est le fils du capitaine qui a été promu commandant à titre posthume, Mangès, qui officie puisqu'il est prêtre dans la région parisienne. Alors cette association que vous présidez, elle regroupe qui? Alors, elle a été créée par nos anciens de la guerre, les services de renseignement terre, air et marine, et de contre-espionnage, ainsi que de sécurité militaire, par le colonel Payol, qui était le responsable du service clandestin de contre-espionnage, offensif je précise, et par le général Rivet, qui coiffait l'ensemble de nos services spéciaux déjà avant-guerre et depuis 1935. Et après la guerre et après l'assassinat qui a fait grand bruit en septembre 1948 du colonel Serrault, qui était l'un de nos grands anciens aussi de l'époque, assassinat qui a été perpétré à Jérusalem par le groupe Stern d'ailleurs, et dans l'assassinat dont a été victime également le comte Folke Bernadotte, qui était le médiateur de l'ONU en Palestine. Serrault était le chef des observateurs militaires auprès justement du comte Folke Bernadotte, et c'était exactement le 17 septembre 1948. Et après cette date qui a bouleversé nos anciens, se sont dit on va créer une association. Et ça a été la SSDN, à partir d'abord de ce noyau de contre-espionnage et de sécurité militaire, et ensuite très rapidement à l'ensemble des services spéciaux, renseignement, contre-espionnage et sécurité militaire. Et la déclaration a été déposée à la préfecture de police de Paris en septembre 1953. Et depuis, le colonel Payol en a été le président national fondateur, et il a tenu cette fonction jusqu'en mars 2001,
J'étais à l'époque son secrétaire général, le secrétaire général de l'association depuis 1993 et le conseil d'administration quand Payol a jugé qu'il ne pouvait plus assumer cette fonction pour raison de santé et son âge, il avait 96 ans. Ouais. Le conseil d'administration m'a confié, comme on dit dans la marine, la barre pour diriger cette association qui me passionne parce que mes camarades sont passionnants. Et l'histoire de cette association et de nos services l'est également. Mon colonel, vos camarades sont passionnants en quoi? Passionnants par ce qu'ils ont fait, par leur esprit, par leur engagement, par les valeurs qu'ils respectent et par ces pages d'histoire auxquelles ils ont contribué. Et moi qui ai passé toute ma vie dans l'armée de l'air, ma vie active je prétends, et en majorité dans nos services spéciaux, eh bien j'ai tout lieu de continuer cette activité pendant mes années de retraite, bien que je dise que je ne suis jamais à la retraite, mais simplement retraité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors je leur consacre, je pense, tout mon temps et je continue à faire rayonner cette association qui a un grand retentissement, mais qui le mérite, mais qui est très exigeante, comme toute institution qui se doit de bien faire les choses et de montrer qu'elle est digne de ceux qui l'ont créée et qui ont écrit ces pages d'histoire. Et dans la situation actuelle, je crois qu'il est indispensable qu'elle sache tenir sa place dans le panel des associations et dans le cercle qui entoure justement toutes les institutions. Alors, nous regroupons tous les camarades, toutes les fonctions, les composantes de la fonction renseignement et des opérations spéciales. Nous couvrons par conséquent l'ensemble de ce qui constitue ce qui relève dans le livre blanc de la Défense nationale de la fonction renseignement et anticipation. Oui. Donc aujourd'hui, nous sommes entourés de généraux, de colonels. De militaires, de civils. Parmi les militaires, il y en a de tout grade, jusqu'au grade de généraux à 5 étoiles, ou d'officiers généraux, puisqu'il y a des amiraux également. Et puis nous avons des civils et nous couvrons par exemple les anciens des services qui relèvent du ministère de l'Intérieur, mais qui ont travaillé au titre de la défense, parce que ça c'est l'un des critères majeurs, l'un des dénominateurs communs. Notre terrain d'action, c'est la défense nationale et la sécurité. Par conséquent, nous nous devons de ne pas en sortir, de rester dans ce créneau. Alors aujourd'hui, le 8 octobre 2011, c'est un jour particulier? Alors aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que je vais personnellement, à sa demande, remettre à notre ami Jacques Benoît, dont je vous ai parlé il y a quelques instants, ses insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Il a eu 90 ans au mois de mai dernier, et son passé que je vais relater après cette remise de croix de chevalier et par conséquent son admission officielle dans l'ordre de la Légion d'honneur, je vais retracer les années de guerre qu'il a vécues et puis également l'action qu'il a menée dans cette commune de Saint-Michel dont il fait partie intégrante, au point que j'ose l'appeler, moi, Monsieur de Montaigne. L'homme de Montaigne, plus exactement, pour ne pas confondre quand même avec son illustre, cet illustre écrivain français, et par conséquent ce personnage dont peut s'enorgueillir, comme je le lirai tout à l'heure, la commune de Saint-Michel-de-Montaigne. Alors je lui remets cette croix et nous sommes convenus tous les deux que le meilleur endroit pour cette remise, c'était la stèle, qui est cette pierre de souvenir qu'il a fait ériger lui-même sur un terrain qui lui appartenait et dont il a fait don à notre association il y a déjà quelques années. Et ça se passait en 1998 quand nous avons inauguré cette stèle, qui est par conséquent la pierre de mémoire de cet officier exemplaire qui a donné sa vie pour la France. Et je dirais au même titre que les quelques 320 autres
de nos services qui ont perdu la vie dans cette action clandestine qu'ils ont menée pendant plusieurs années et qui font d'eux, je dirais, parmi les résistants parmi les premiers que nous ayons connus après la débâcle de 40. Voilà. Bon, alors mon président ou mon colonel, oui. Comment je dois dire? Mon colonel, mon président? Bah, vous pouvez m'appeler Monsieur le Président ou mon colonel, moi je veux bien. Les deux sont valables. Oui. C'est l'heure de la cérémonie religieuse? Voilà, nous allons entrer dans l'église pour la cérémonie religieuse, donc, dont l'officiant est le père Jean-Pierre Mangès. Et ensuite, nous allons déposer une gerbe ici au monument aux morts, avec le maire bien entendu. Et puis nous monterons à la stèle du commandant Mangès là-haut. Merci mon colonel. Voilà, si je peux encore vous être utile tout à l'heure, ben, n'hésitez pas à me poser des questions. Je viendrai vous voir. Merci. Merci. Vous coupez, on est sur off? Je continue, je vous suis. Ok, d'accord. D'accord, merci. Alors, j'étais en Mexique. Quand je suis arrivé au village, j'étais pas bien 2000. Et là, l'autre côté, après, j'ai pris. Mais là, vous étiez à l'heure. Ouais, parfait. Bonjour. Bonjour. Il faut que je mette les gants quand même, parce que j'ai les yeux. On se connaît, déjà. C'est bien ici. Hop. Ici, toi. Je crois que vous êtes donc vous êtes avec Léon qui est peut-être venu. C'est quoi ce jeu? Messieurs, l'honneur. Messieurs. Ah non, oh, mais là, il vaut mieux. On le mettra après. Ça, on va l'accrocher. Oui, c'est ça. Pour être là aujourd'hui, certains ont fait quelques centaines de mètres et certains ont fait beaucoup de kilomètres et sont même partis la veille au soir, hier soir pour être là. Et nous voici ensemble aujourd'hui pour faire mémoire. Faire mémoire, c'est ce que Jésus disait à ses disciples. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et quand il disait ça, mémoire, ça ne voulait pas dire des vieux trucs de dans le temps dont on se rappelle. Ça veut dire quelque chose de vivant. Quelque chose qui nous fait vivre, sur lequel on est enraciné. C'est sa vie qui nous donne, sa parole qui nous offre, son corps et son sang. Alors on aura différentes occasions de faire mémoire, et tout spécialement tout à l'heure auprès du monument, mais aujourd'hui l'Église catholique nous invite, quelles que soient nos convictions, pour que, en accompagnant les chrétiens, nous fassions mémoire du Seigneur qui accueille ses enfants, qui de la part de Dieu aime ses enfants, et nous pouvons commencer en traçant sur nous le signe de la croix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. En ce jour-là sera répandu sur nous l'Esprit qui vient d'en haut. Alors le désert deviendra un verger, et le verger sera pareil à une grande forêt. Le droit habitera le désert, la justice
résidera dans le verger. Le fruit de la justice sera la paix. La justice produira le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple habitera un séjour de paix, des demeures bien protégées, des retraites sûres. Chers amis, bien chers frères, nous voici de nouveau rassemblés ce matin à Saint-Michel-de-Montaigne. Cette tradition de notre rassemblement est somme toute assez récente, à peine 15 ans si j'ai bien compté. Tout est parti du désir, de l'action et de l'opiniâtre persévérance de notre ami Jacques Benoît à faire connaître les événements importants qui se sont déroulés dans ces lieux-ci. Les événements en question sont importants, non pas d'abord en raison de leur influence historique sur le déroulement de la guerre et sur la tension vers la victoire. Cette influence fut réelle et elle amena des effets bien concrets qui comptèrent, mais pas au point qu'ils soient reproduits dans les manuels d'histoire. Non, plus encore que par leurs effets, les événements en question sont importants par l'état d'esprit qu'ils révèlent chez ceux qui les créèrent, ces événements. Après les affreux mois de mai et juin 1940, des gens, des patriotes, ont su dépasser l'accablement qui aurait pu les briser. Alors que la perspective de victoire finale et même la reprise de la lutte pouvaient sembler bien aléatoires, compte tenu des éléments objectifs du rapport de force, sans reculer devant le coup en énergie farouche qu'il allait leur falloir déployer, ni devant la perspective de laisser liberté et même vie dans l'opération, ils se sont mis debout, ils se sont levés. Et ici, à Saint-Michel, ce n'était depuis août 1940 qu'un tout petit groupe, une poignée d'hommes. Je pense qu'on pouvait les compter sur les doigts d'une seule main. Ce n'était que l'antenne locale de Marmande du poste P3 de ce qui deviendra un jour le réseau Kléber. Une poignée d'hommes. D'autres poignées d'hommes répartis, mais organisés, sur tout le territoire national, tant en zone occupée qu'en zone libre, se levèrent eux aussi. Et le serment prononcé le 25 juin 1940 au petit séminaire de Bonencontre près d'Agen, de lutter contre l'envahisseur jusqu'à la libération du territoire, ce serment donc peut être donné comme le signe fort de cet état d'esprit et comme le point de départ de leur mise à l'action. Cet état d'esprit et l'action à laquelle il a conduit n'a pas laissé de traces apparentes. Les services étaient secrets, par définition. Et en plus, ils étaient clandestins à cause de l'occupation. Et donc sans image. Pas d'image, pas de mémoire. C'est ainsi que fonctionne notre culture actuelle hyper médiatisée. Si tu ne produis pas d'image, tu n'existes pas. Mais, comme la nature a horreur du vide, ce déficit d'image, ce déficit de mémoire, tendait petit à petit au cours des années, si j'ai bien compris, à se remplir. Et voici que des récits d'exploits, tirant la couverture à ceux qui les racontaient, commencèrent à se répandre il y a quelque temps. Et c'est là que notre ami Jacques Benoît a voulu réagir. Non pas pour en tirer quelque avantage personnel, on le connaît assez pour savoir que ce n'est pas son truc. Si c'était vraiment pour son avantage personnel, il aurait vraiment perdu beaucoup de temps depuis 1945 pour se mettre en valeur. Non, au contraire, ceux qui le connaissent imaginent volontiers que son parcours clandestin, en plus des risques pris, l'a plutôt privé de chance dans la vie qu'il aurait pu conserver si, pendant ces années noires, il était resté bien tranquillement dans son petit coin à attendre que d'autres tirent les marrons du feu. Non, Jacques Benoît a réagi simplement pour qu'on apprenne, pour qu'on se souvienne de la vérité du combat auquel, avec d'autres, il s'est associé. La vérité, qu'on se souvienne de la vérité. Cette sacrée vérité, comme aimait à dire le colonel Paillol. Eh bien, c'est cette réaction pour qu'on découvre et qu'on se souvienne de la vérité qui l'a conduit à l'érection du monument auprès desquels tout à l'heure nous allons nous recueillir et au rassemblement de mémoire qui, depuis cette érection, ont lieu à peu près régulièrement. Il faut qu'on se souvienne.
à la fois pour la mémoire de ces hommes et de ces femmes qui se sont mis debout, mais aussi pour la découverte de ces vies et de ces actes par les jeunes générations, afin qu'elles apprennent, pour l'intégrer et pour s'en construire, ce dont elles n'ont pas été contemporaines. Comme c'est important de se souvenir, comme c'est important d'apprendre, de découvrir quelles sont nos racines, de quoi nous héritons, sur quelle fondation nous sommes construits, c'est important déjà personnellement. Si je suis coupé de mes racines, comment je vais pouvoir habiter mon présent? Comment est-ce que je vais pouvoir me projeter dans l'avenir si je suis amnésique? Peut-être que justement cette absence de mémoire, est-ce qu'on n'aurait pas là un élément permettant de saisir une des causes du détricotage actuel du tissu social et d'une certaine violence dont on entend parler par exemple dans les cités? Comment m'intégrer à une société? Comment me sentir partie prenante d'une nation, d'un peuple? Comment me sentir acteur? Comment me sentir responsable de moi et des autres si je ne sais plus qui je suis ni d'où je viens? C'est important de se souvenir à titre personnel. Mais c'est important aussi de se souvenir collectivement. Un peuple amnésique, comment pourrait-il trouver les dynamismes nécessaires pour avancer, pour progresser, pour aller de l'avant? Un peuple, une nation, une civilisation ont besoin de se souvenir, de prendre conscience de soi-même par le souvenir et la découverte de leurs origines. C'est ainsi que, alors là c'est mon avis très personnel, on peut regretter le débat mal engagé il y a quelque temps, en France au moins, sur les racines chrétiennes de l'Europe. Certains, quand on a parlé des racines chrétiennes, ils ont vu une manœuvre de l'Église catholique pour tirer la couverture à elle. Quoique certains ont pu dire, ce débat sur les racines chrétiennes de l'Europe, à mon avis, n'était pas du tout une manœuvre de prosélytisme de la part de l'Église, mais tout simplement, soit pour les assumer, soit même pour les rejeter, de prendre conscience de nos propres racines, de regarder d'où nous venons, sur quoi nous sommes construits. L'amnésie sera toujours préjudiciable et handicapante, aussi bien pour l'Europe que pour la France, qu'elle l'est pour l'individu à titre personnel. Ne pas créer d'individus amnésiques, ne pas créer de société amnésique. Mais je vous propose, si vous avez le courage de continuer à m'écouter, d'aller un petit peu plus loin, un petit peu plus loin. Autant le souvenir est important, et il est juste et il est bon que nos collégiens, nos lycéens découvrent, par exemple, l'effroyable entreprise hitlérienne d'asservissement de certains peuples et d'extermination d'autres peuples. Et il est sain qu'ils apprennent combien, au combat en plein jour ou au combat clandestin, des Français ont risqué leur vie, payé de leur vie pour s'y opposer. Autant il serait dommage que le souvenir, la mémoire, se limite à la seule propagation de l'horreur, des crimes et de la compassion pour les victimes. Pour que ce souvenir ne reste pas stérile, il devrait s'élargir à une autre dimension, il devrait s'épanouir en mémoire créatrice. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous entendez? Ça veut dire quoi dans votre bouche, mémoire créatrice? Eh bien, derrière ces mots, mémoire créatrice, je pense à des personnages concrets. Pas forcément médiatiquement mis en lumière, mais qui ont su mettre leur mémoire, y compris la mémoire de leur souffrance personnelle, au service d'un avenir dont nous tirons tous encore aujourd'hui profit. Je pense par exemple à Rémy Roure. Est-ce que ce nom dit quelque chose encore à quelqu'un aujourd'hui? Rémy Roure, prisonnier de guerre en 14-18, puis journaliste, il entre en résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Arrêté, il est envoyé au camp de Buchenwald. Sa femme, Hélène, est envoyée à Ravensbrück, où elle meurt avant la libération du camp. Son fils, officier dans la première armée française, est tué par l'explosion d'un obus alors qu'il recherchait le cadavre de sa mère à Ravensbrück. La sœur de Rémy Roure est également déportée. Son neveu est fusillé. Or voilà qu'en 1946, dans l'immédiate après-guerre, Rémy Roure accepte de devenir coprésident d'un comité français d'échange avec l'Allemagne nouvelle.
Pourquoi? Parce qu'il avait saisi que le souvenir tel qu'il avait été vécu en 1918 l'avait été de manière absurde et destructrice. À rejeter l'Allemagne démocratique de la République de Weimar, on avait contribué à la jeter dans les bras du national-socialisme hitlérien. Rémy Roure, devenu après-guerre rédacteur en chef du Monde, mettant la mémoire personnelle de ses propres souffrances au service d'un avenir à construire, s'est senti co-responsable de l'avenir démocratique de l'Allemagne écrasée de 1945. Avec Rémy Roure, on pourrait aussi citer Henri Frenay, chef du réseau Combat, Claude Bourdet, rescapé du camp de Neuengamme, Vercors, l'écrivain, pour qui la guerre avait été anti-hitlérienne avant d'être anti-allemande, et Edmond Michelet, et Joseph Rovan, et le père jésuite Jacques Sommet, de retour de Dachau, comme on dit, et les intellectuels communistes, Georges Politzer et Jacques Decour, fusillés en mai 1942. Le premier d'entre eux, Georges Politzer, amené devant le peloton d'exécution allemand qui allait le fusiller, leur cria « Imbécile, je meurs pour vous !» Je meurs pour vous, ceux qui allaient l'exécuter. Pour vous donc, pour l'avenir post-hitlérien d'une Allemagne pacifiée et réconciliée. Il y a de grandes rencontres commémorant les guerres. Adenauer et De Gaulle, qui à la cathédrale de Reims, Kohl et Mitterrand à Douaumont, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy à l'Arc de Triomphe. C'est très beau, c'est très émouvant. Mais peut-être que ces belles cérémonies émouvantes ne rendent pas suffisamment compte des efforts moins médiatiques de ceux et celles qui, célèbres ou oubliés ou inconnus, ont voulu mettre leur mémoire, y compris la mémoire de leur propre souffrance, au service de la création d'un avenir. Chers amis, avant de nous rassembler tout à l'heure autour du monument, c'est l'Église catholique qui nous accueille. Et elle le fait bien volontiers. Sa mission, de l'Église catholique, c'est de proclamer la parole de Jésus-Christ. Et c'est bien ce que je viens de faire au milieu de vous, à travers le passage transmis par saint Matthieu, dont vous avez tracé sur le petit papier là, qui vous a été mis sur vos bancs. Tout ce que je viens de dire, l'importance de se souvenir, aussi bien pour l'individu que pour la société. L'appel à dépasser un souvenir qui ne serait que commémoration noble mais stérile de l'horreur des crimes commis et de la compassion pour les victimes. La nécessité de faire s'épanouir ce souvenir en mémoire créatrice que certains, chrétiens et non chrétiens, ont su mettre en œuvre au service d'un avenir. Tout cela, la parole du Christ qui a retenti aujourd'hui, nous y invite à notre tour. On vient de l'entendre. Si on te frappe sur la joue droite, présente la joue gauche. Si quelqu'un vient te réclamer ta tunique, donne-lui encore ton manteau. Si quelqu'un veut t'imposer de faire 1 kilomètre avec toi, fais-en 2 avec lui. On a si mal compris ces paroles, souvent. On a pensé qu'il s'agissait là de résignation, de laisser faire, de subir passivement la violence sans bouger. Mais non, ce n'est pas à plier devant le mal que le Christ invite. Ce à quoi le Christ appelle par ses paroles, c'est au souvenir de ce qu'on a pu nous faire, mais non pas pour l'autosatisfaction de pouvoir se mettre dans le camp des bons, c'est ni pour le ressentiment, encore moins pour l'esprit de vendetta. Quand le Christ invite à se souvenir, celui du sang versé par d'autres, celui peut-être aussi de nos propres souffrances personnelles, c'est pour mettre tout ça au service d'un avenir toujours à créer par nous, pour les autres et pour nos descendants. D'autres avant nous, chrétiens ou non, ont pris ce chemin. À nous aujourd'hui de continuer à recevoir et à suivre cet appel du Christ. C'est la paroisse de Saint-Michel de Montaigne qui nous accueille.
et cierges, nous servons son vin. Pourquoi? Pendant l'offertoire, il y a une corbeille qui va passer pour une quête. Le dimanche à la messe, ce sera donné à la communauté chrétienne de Saint-Michel pour, en dédommagement des frais que notre présence ce matin leur a occasionné et en leur remerciant de leur hospitalité. Il n'y a pas de vent, donc j'avais amené l'imperméable. Il faudrait peut-être que je retire mes lunettes parce que... Non, ça va? Attention, il y a un peu... Ah, ben voilà, monsieur. Bonjour, monsieur le maire. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça fait plaisir de revenir chez vous. Ah oui, nous aussi de vous accueillir. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Monsieur le maire. C'est vous qui l'avez pas fait, nous on vous accompagne. Ah bon, tout seul? Oui, Ah bon, d'accord. Avec monsieur le maire? avec monsieur Voilà. le maire, Thierry Blanc, et il n'y a pas la gendarmerie. Garoute n'est pas là, non? Il est derrière vous. Oui, il est là. Il va venir avec nous. Ah bon, je l'ai salué avant la messe. Oui, oui, Vous nous suivez. C'est dommage d'avoir une de bras. Le jeune, c'est pas juste. C'est pas juste, non? Il a été oublié. Comment on va? Je suppose qu'on s'installe.
À la Stèle. Alors, nous allons à la Stèle dans la direction de Montcarré, à 1 kilomètre d'ici à peu près. C'est vous qui faites l'ouverture de route? Comment? C'est vous qui faites l'ouverture de route? Oui, je vais faire l'ouverture, mais il faut que j'aille chercher Je vais chercher ma voiture qui est là-bas. Alors nous nous dirigeons vers la stèle qui est là, qui a été donc élevée en 1998, inaugurée en 1998, à la mémoire de cet officier de nos services spéciaux, le capitaine Pierre Mangès, qui est mort à Neuengamme, donc ce camp de concentration qui était de déportation, situé au nord de l'Allemagne, et dont les cendres ont été répandues sur un carré. Et ses enfants, l'abbé Jean-Pierre Mangès et sa fille Marie-Lorraine, la fille de Pierre, il y a quelques années, sont allés en pèlerinage à Neuengamme et ont rapporté un peu de terre qui figure maintenant et qui est insérée dans cette stèle. Et nous avons indiqué l'emplacement par une petite plaque, celle qui se trouve en bas. Alors voilà. Bon mes amis, nous allons d'abord envoyer les couleurs et ensuite nous procéderons au dépôt de gerbes. Ce sont les enfants du commandant Mangès qui auront ce geste de souvenir et de mémoire. Et après cela, je remettrai la croix de chevalier de la Légion d'honneur à notre ami Jacques Benoît. Et je prononcerai bien sûr une allocution mettant en exergue les mérites éminents de notre ami et qui ont été enfin reconnus par la France avec cette croix de chevalier de la Légion d'honneur qui fait de lui un des membres de notre premier ordre national. Je suis obligé de prononcer un ordre militaire, alors je vous dis garde à vous. Attention pour les couleurs. Envoyez. Aux morts.
drapeau, s'il vous plaît. Voilà. Ça, ça va. Jacques. Jacques Benoît, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Maintenant, mon cher Jacques, il est normal que je vous rende hommage au nom de tous vos amis. Mon cher Jacques, en vous accueillant dans la Légion d'honneur, la France vient de vous témoigner sa reconnaissance pour les mérites éminents qui sont les vôtres depuis tant d'années. Depuis en fait la débâcle de 1940, que, né d'un père valeureux, ancien combattant de 14-18, vous ne pouviez supporter en courbant l'échine, car vos sentiments patriotiques vous commandaient de réagir malgré l'imbroglio du désastre que notre pays subissait. Après une vaine tentative d'embarquement vers l'Angleterre, vous avez pris conscience, à 19 ans, que le combat devait se poursuivre pour relever le gant et contribuer à ce que notre malheureux pays, sous le joug nazi, retrouve un jour son indépendance et sa liberté. Pour cela, résidant ici à Saint-Michel-de-Montaigne, si près de la ligne de démarcation qui, en vertu des clauses de l'armistice, courait dans la région, de la Loire à la frontière espagnole, le travail clandestin de recherche de renseignements sur l'ennemi, ses positions, ses forces, ses activités, etc., de l'autre côté de cette frontière entre guillemets insupportable, vous paraissait à l'évidence indispensable. À l'époque, souvenons-nous, fin juin 1940, la défaite était consommée.
Le devenir de la France était encore pour bien longtemps très flou, pour ne pas dire indiscernable, mais chez certains, la flamme qui les animait, le courage, la détermination qui les habitait, leur enjoignaient de poursuivre le combat et de relever le défi. Ce fut le cas de nos services spéciaux de renseignement et de contre-espionnage, dont les membres, repliés sous la conduite du colonel Rivet à Agen, prêtèrent serment le 25 juin 1940 à bon encontre de continuer leur lutte contre les services adverses et de recueillir ces renseignements si précieux en plongeant dans une clandestinité totale. Parmi eux, il y avait le colonel Mangès et son fils, le capitaine Pierre Mangès, que vous avez rencontré peu après et qui fut votre chef du réseau du SR Kléber pour le Sud-Ouest dès 19 août 1940. Vos activités de recherche commencèrent avec tous les risques vitaux que ce genre d'activité comportait. Arrestation, interrogatoire, torture, déportation, mort. Inlassablement, vous les bravèrent, traversant tant de fois cette ligne, la franchissant à vélo avec, caché dans vos chaussettes ou dans une jambe de pantalon, des documents sur les installations portuaires de Bordeaux, les ouvrages de défense, l'aérodrome de Mérignac d'où décollaient les bombardiers de la Luftwaffe vers l'Angleterre, les unités d'élite, en particulier SS, installées en Charente ou ailleurs, etc. Et vous rentriez chez vous au Pérou, où vous avez accueilli en mars 1943, car il ne pouvait plus rester à Marmande, le capitaine Mangès, son épouse et son tout jeune fils, Jean-Pierre. Jusqu'au moment où les circonstances et la situation les obligèrent à quitter la région. Mais, recherché, Mangès devait être arrêté le 30 octobre 1943 à Saint-Raphaël et connaître, malgré une évasion avortée, ce long et tragique cheminement vers la déportation et la mort le 3 avril 1945 à Neuengamme. De ce chef, vous avez gardé un souvenir impérissable, au point que vous avez tenu qu'un hommage pérenne lui soit rendu en édifiant en 1998 avec votre ami Patrice Bougrain-Dubourg et notre association, sur le terrain que vous avez offert à la SSDN, cette pierre de mémoire qui contient désormais un peu de cette terre de Neuengamme, qui recueillit les cendres du commandant Mangès et de tant d'autres déportés. Vous-même avez connu 4 mois d'internement à Libourne et à Bordeaux après avoir été arrêté sur dénonciation. Après le départ de Mangès, c'est Jean Ménétré qui assurera l'acheminement de vos renseignements. Nous sommes en 1943. Vous vous engagez dans les chantiers de jeunesse à l'encadrement paramilitaire qui, par la suite, œuvrèrent avec le corps franc Pommiès. Après, avec Patrice Bougrain-Dubourg du SRR, vous vous retrouvez à Bordeaux jusqu'à la Libération, puis partez vers les poches de Charente-Maritime et ensuite à Tarbes, avant de rejoindre la première armée à Vesoul, toujours au titre des services spéciaux, et de terminer la guerre en Autriche. Pour votre engagement et vos actions valeureuses, vous avez reçu la Croix de guerre, la Croix du combattant volontaire de la Résistance et la Croix du combattant. Voilà succinctement rappelé le parcours d'un authentique résistant, d'un vrai patriote, discret, modeste, dont les mérites à ce titre ont été si longtemps ignorés, alors que parfois d'autres, plus fanfarons et opportunistes, ont su faire valoir des états de service moins avérés et bénéficier de marques de reconnaissance moins justifiées. Mais ce n'est pas tout. Saint-Michel de Montaigne peut s'enorgueillir d'avoir en son sein un sage d'une grande culture historique, un connaisseur respecté de l'histoire même lointaine de sa région, de la vie et de la pensée de Montaigne, un sage qui sut faire rayonner l'œuvre de celui-ci dans plusieurs grandes universités américaines, un homme qui, comprenant la richesse du patrimoine que possède sa commune avec le souvenir de l'illustre auteur des essais, dirigea l'Office du tourisme du canton et présida le syndicat d'initiative de Montaigne et Curson. Aussi, mon cher Jacques, vous que j'ose appeler l'homme de Montaigne, m'avez-vous fait un immense honneur de me choisir pour vous faire chevalier de la Légion d'honneur. Et avez-vous procuré à votre famille, à vos proches,
à tous vos amis de Saint-Michel-de-Montaigne, de Montcarré, de Montravel, de Dordogne et de la SSDN, dont vous êtes membre bienfaiteur et délégué départemental, une très grande joie, celle de vous voir honoré par la France. Tous, nous vous présentons nos chaleureuses et amicales félicitations. Vous rejoignez dans notre Légion d'honneur le commandant Pierre Mangès, votre chef mort pour la France auquel vous êtes resté si fidèle, et Patrice Bougrain-Dubourg, dont je vois ici le fils Alain, qui est toujours, depuis la guerre, votre indéfectible ami. Tous deux seraient heureux de vous féliciter aujourd'hui. D'ailleurs, peut-être leur âme est-elle près de vous, de même que celle de notre ami, le commandant Marc Villemont, du docteur André Vabois et du colonel Payol. Je remercie à présent Monsieur le maire de Saint-Michel-de-Montaigne, le conseil municipal, vos concitoyens, les personnalités présentes et parmi lesquelles l'ancien maire de Saint-Michel-de-Montaigne, et vos amis de la SSDN, ainsi que les enfants qui ont assisté à cette cérémonie, qui sans nul doute s'en souviendront. Et la petite, où est-elle? À leur intention, à ces enfants, et à l'attention de cette petite, je vous laisse méditer une pensée de Monsieur de Montaigne. Éduquer un enfant, ce n'est pas remplir une urne, c'est allumer une flamme. Nous l'avons, j'espère, respecté aujourd'hui. Merci, mon cher. Mon cher colonel, j'attendais cela de vous. Vous avez fait ce compliment à un ancien soldat de l'ombre, si je puis dire. Vous avez soulevé un peu le rideau qui recouvre les environnements d'un soldat de l'ombre, mais on est un peu émotionné, très émotionné même par cela. Mais ce qui me touche le plus, c'est la qualité de l'amitié de votre part. Nous ne nous connaissons pas depuis la guerre, évidemment, une question d'âge, mais depuis que nous nous connaissons, je pense qu'il y a des liens d'amitié, je dirais, exceptionnels. Et c'est ça qui me touche le plus ce matin, où je suis honoré. Et je voudrais dire que cette croix, qui concerne Jacques Benoît, bien sûr, un citoyen, est, à mon avis, un homme, une raison de mémoire pour l'équipe que nous avions faite en 1940 avec le commandant Mangès, Patrice Bougrain et d'autres camarades, je pense à ceux de la SNCF à Bordeaux qui ont fait un travail remarquable et qui nous ont toujours aidés et n'ont pas, comme on dit, roulé les mécaniques. Je pense à la famille Angibault, je pense au chef de gare de la gare Saint-Jean, Priam, qui quelquefois s'est trompé d'aiguillage pour certains trains et a donné quelques informations concernant leur parcours. Ils ont fait un travail remarquable, très important, et il ne faut pas oublier que dès octobre 1940, ils ont géré le passage du train d'Hitler à la gare Saint-Jean. Où allait-il? Il allait en Espagne demander le passage de ses troupes pour l'Afrique du Nord. Et monsieur le président espagnol, Franco, un vieux renard, quand Hitler est arrivé, il a dit « Coucou, me voilà » et l'autre a répondu « Je fais ma sieste » et l'a fait attendre. Et a dit « Niet ». Ça a été un cas très très important pour le déroulement de la guerre parce que, contrairement à ce que disaient beaucoup de notables français, nous n'avions rien. Hitler savait qu'il y avait l'armée française en Afrique du Nord qui a servi du reste plus tard.
Voilà ce qu'a fait l'équipe de Mangès avec qui nous travaillons. Nous ne sommes pas mêlés pour parler de Franco et d'Hitler, mais nous avons su comment ça s'était passé. Nous avons eu aussi une très grande action pour le camp de Mérignac, bourré d'Allemands, et d'où partaient les avions allemands pour bombarder Londres. Je pense que c'est Et nous nous sommes occupés également des 5 meilleures divisions allemandes qui étaient cantonnées dans la Charente-Maritime, dont une division blindée à Saintes, dont on a gardé un petit volume. Voilà. Et c'était le fer de lance des troupes allemandes. Voilà, c'est un petit livre qui a été chippé à un adjudant allemand à Beigne, qu'on a gardé en souvenir. Il est en bonne main entre les mains de Jean-Pierre. Voilà. On l'a pris, c'est vous qui l'avez pris. De cette croix, il y a une partie de mon action culturelle dans le pays. Là aussi, je voudrais évoquer une équipe. Il y en a ici. Il y a le fils d'un hôte. Je pense à Jean-René, qui est ici. Et je pense à son père, avec qui j'ai fait mes premières armes de conseiller municipal à Saint-Michel. J'ai gardé un souvenir de cet homme extraordinaire. C'était un homme de la terre. Et il a toujours compris l'importance de la culture à Saint-Michel-de-Montaigne. Malheureusement, il est mort beaucoup trop tôt pour nous. Je crois qu'il y a Jean-René qui est là et je suis heureux de lui donner ce témoignage. Il y a également toute l'équipe, tous les maires, je dirais tous les maires de l'époque des 2 cantons ont participé à cette action dans un climat d'amitié extraordinaire. Je parle de 84, 85 par là, et extraordinaire. Je pense aussi à Madame Barbe, qui était la trésorière de l'association, qui a fait un travail aussi énorme. Elle a disparu. Je ne vais pas vous ennuyer avec les numérations de tous ces gens, mais je tenais à ce que leur nom soit prononcé aujourd'hui. À ce jour un peu exceptionnel, vous permettrez de le penser pour moi, qui est quand même remu un peu à l'intérieur. Et le colonel Debrun est coupable. Je vais le priver de dessert. Voilà. Et merci à tous qui êtes venus par amitié aujourd'hui, les gens du pays que je vois, que je connais, et je les en remercie. Qui est mon remerciement du fond du cœur. Voilà. Voilà. Jacques. Le commandant vous appelle. Oui. Il va se lever pour te serrer la main quand même, Jacques. Allez, comment Le commandant Ledus est un des 150 marins qui ont refusé la défaite et qui ont continué le combat. Ce n'est pas un combattant de l'ombre, c'est un combattant de la guerre. Un vrai. Mais il est là. Voilà. Mais il n'y en a plus beaucoup maintenant. Il n'y en a plus beaucoup maintenant. Voilà, je crois que monsieur le maire, après toutes ces émotions, nous offre un verre à la salle des fêtes, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc je vous invite à prendre le verre de l'amitié. Et je voulais dire à monsieur Benoît, nous en tant que nouvelle génération, on n'a pas connu ce temps et on remercie à tous ces gens qui ont sacrifié leur vie pour qu'aujourd'hui on soit libre. Et là, je voudrais rassurer monsieur Benoît sur le fait que la municipalité actuelle, comme on est toujours prêt
la culture et on continue le message. Vous nous avez promis de fêter vos 100 ans sur la commune. On y compte bien. Et même au-delà. Et même au-delà, oui, mais... 150, mettez bonne mesure. Donc je voulais, au nom de la municipalité, vous remercier, M. Benoît, plus pour votre action d'humaniste. Vous étiez le fils d'une ce qu'on appelle une vieille famille. Vous aviez l'avoir. Vous avez préféré passer votre vie à privilégier l'être, à prolonger la parole de l'humanité. Et je vous en suis très reconnaissant. Et je pense que c'est l'action la plus méritante que je trouve à vous accorder. Maintenant, je vous invite à Saint-Michel. Merci, monsieur le maire. Ça va? Très bien. Très bien. Je l'ai fait déjà. Attendez, je me tourne vers moi. J'ai augmenté mes prix, maintenant on prendra le droit. Droit à l'image. Pas très confortable, hein, c'est un peu dur aux fesses. Je vais vous laisser quand même un peu. Oui. Oui, c'est important. Vous méritez amplement. Oui, mais vous m'avez aidé quand j'étais... Oui, mais enfin, on a eu tellement de bons rapports entre nous. Oui, et... mais ce que j'ai dit sur les maires, c'était bien. Très bien. Et moi, je vous admire pour tout ce que vous faites et continuez. Ce que je disais, c'est la mémoire qu'il faudrait écrire. Hein. Voilà, félicitations. Je suis content que vous soyez venu. On va déjeuner chez vous. Ah, mais je peux pas... Félicitations. Je peux pas aller à la salle, moi, parce que j'ai du monde à la maison, là. D'accord. Hein, mais on va déjeuner chez vous. Oui, mais d'accord, très bien. Ouais. Merci, monsieur Benoît. Monsieur Benoît, il y a plus de 20 ans, vous m'aviez reçu à Saint-Michel-de-Montaigne. Quand je suis venu ici, vous m'avez fait visiter l'église. Je m'en souviens très bien. Je vous avais pris pour le maire, alors que j'étais plus l'ancien maire. Félicitations, je suis très content, très heureux aujourd'hui de constater ce qui se passe aujourd'hui. Félicitations. Merci. Félicitations, monsieur Benoît. Ah. Famille Paston, toujours les fidèles. Toutes mes félicitations, monsieur. Ah. On avait des rapports avec les Pastons, on les a toujours. On n'a pas besoin d'instance de divorce. Alors. Je suis contente pour vous et pour le pays. Je n'ai pas dit trop de conneries. Très émouvant. Ça me fait bien plaisir. Ah, comme je suis content, ça me fait très très plaisir. Ah, mais on donne un message. Hein. Vous l'avez donné, moi aussi. Alors, ça s'est bien passé? Très bien. C'est pas trop de conneries? Non, non, juste qu'il fallait. À toi? Non, aucune connerie. D'accord. Non, non. Bon. C'est les fils de Pierre. Qu'est-ce qu'on a anglais? Oui, oui. Ça, c'est gentil, ça, pas de oui, c'est la famille. Comment? C'est la famille. Voilà. C'était une obligation. Ah, je vous ai tous. Vous pouvez vérifier si vous voulez avant d'éparpiller.
Regardez, c'est conforme. Il manque personne. J'avais cru que ça n'arriverait jamais ce jour, tellement on a fait. Voilà, c'est enfin arrivé. Je parlais de son père. Oui, Bien. je t'en remercie. Il fallait parler de son père. Félicitations. Je t'en remercie. On va vous demander une photo avec Jean-Pierre Mangès. Allez. Alors, Jacques, félicitations. Ça se Allez, va bien avec... Une photo avec lui. J'ai tué son grand-père et lui a tué le mien. C'est ça. Allez. Sérieux? Oui, non, c'est pas sérieux. Mais tu as besoin de te faire couper les cheveux. Mon grand-père, il était musicien dans l'armée allemande, voilà. Comme moi, je suis musicien, c'est la tradition. On va voir un verre. T'embrasser quand même. Féliciter. Cette reconnaissance tardive d'un engagement précoce. Salut. Ça va, très bien, très beau. Bravo. Je n'ai pas dit trop de conneries. Non, tu as quelque chose qu'il fallait dire. Et bravo. J'ai dit ce qu'il fallait dire. Absolument. Bravo pour ta tenue. D'accord. Ah oui, c'est costaud. Ah oui. On le met la canne. Une belle émotion, puis vous êtes très beau comme ça. Oui, très beau. Je crois que je voudrais... Toutes mes félicitations. Merci. Voilà, c'est une décoration méritée. Finalement, il y a beaucoup de monde à la messe. J'allais dire aux messes plutôt qu'à la messe. Ouais. Non, mais c'est parce que... Il y en a une qui a été mise devant la mairie de Blanquefort qui a brûlé. Mais c'est le plus dur à lutter, ça. Je ne sais pas où. On me fait, après 48 ans. Voilà. Et après, je ne sais pas si elle travaille ou non. Si elle travaille Si vous avez toutes les photos J'aurais gagné la choupe. C'est évidemment parce que j'ai un affaire, mais c'est